Esprit libre, c'est la grande émission de débat et de décryptage du Figaro et du Figaro Magazine. Un jeudi par mois, nous recevons deux personnalités exceptionnelles pour approfondir un sujet de société. Et ce jeudi, nous avons le plaisir de recevoir Florence Bergeaud-Blaclair, anthropologue au CNRS, auteur d'une enquête passionnante et édifiante, Le frérisme et ses réseaux. C'est paru aux éditions Odile Jacob. Et le grand écrivain Boualem Sansal, auteur de nombreux classiques, Le village de l'Allemand, Le serment des barbares, Gouverner au nom d'Allah, 2084, un fil rouge dans son œuvre de romancier, la montée en puissance de l'islamisme. Et de cette montée en puissance, il sera question toute cette heure. Sommes-nous face à un phénomène de décivilisation, comme l'a dit le président de la République, ou face à un choc des civilisations? Les deux phénomènes se conjuguent-ils? Comment faire face à la montée de l'islamisme? Est-ce que l'Europe est trop naïve? Pour le savoir, eh bien, vous pourrez compter sur les réponses de nos deux esprits libres, Florence Bergeaud-Blaclair et Boualem Sansal, tout de suite dans Esprit libre. Florence Bergeaud-Blaclair, bonjour. Bonjour. Boualem Sansal, bonjour. Bonjour. Ravi d'être avec vous sur ce plateau. Nous allons parler durant une heure de la montée de l'islamisme en France, comparer aussi avec la situation en Algérie dans les années 90 que vous avez bien connue, Boualem Sansal. Mais je voulais d'abord vous interroger tous les deux sur une question d'actualité. Le président de la République a parlé en France d'un processus de décivilisation. Je voulais connaître votre point de vue là-dessus. Florence, peut-être pour commencer, est-ce que l'expression vous paraît correspondre à la situation du moment dans ce pays? Peut-être que plutôt que de civilisation, je parlerai de civilité. Nous sommes confrontés effectivement à des groupes qui veulent imposer une autre civilité. Alors est-ce que ça va nous amener vers une autre civilisation? Ça, je n'en sais rien. Mais qu'ils en aient la volonté, je pense que ça, c'est clair. Et en effet, si nous n'intervenons pas, si nous laissons faire, eh bien, nous avons des chances de perdre ce que nous sommes. Boualem Sansal, qu'est-ce que vous pensez de ce concept de décivilisation? C'est un concept du philosophe Norbert Elias au départ. Est-ce qu'il vous paraît correspondre à ce que vous observez, vous, de la France? Moi, je pense que c'est un mot extraordinairement fort. Si Macron fait référence aux incivilités, bon, en ce moment, la France est habituée à cette chose-là depuis longtemps et depuis toujours. Il y aura toujours ce niveau d'incivilité, peut-être même davantage, mais ce n'est que ça. Lui, il parle d'incivilisation. Donc c'est une civilisation qui est en train de mourir. Quand le chef de l'État prend acte de la mort de la civilisation française, européenne, occidentale, voilà. Moi je suis tombé par terre. Je suis tombé par terre. A-t-on le droit, quand on est président de la République, dans un pays qui est en danger de mort, tout le monde le répète, quelqu'un comme Zemmour le répète matin et soir, en danger de mort, lorsque le président dit cela. Ça démobilise tout le monde. Ah, vous avez trouvé que c'était démobilisateur, mais est-ce que parfois pour mobiliser, ça normal, comme ça a été dit, il ne faut pas faire le bon diagnostic? Est-ce qu'il ne fait pas le bon diagnostic, le président de la République? Oui. Il parle de processus, hein. Il ne dit pas que la civilisation est morte. Mais sur ce plan-là, il a raison. Il y a la civilisation, c'est un constat, donc c'est déjà fait. La civilisation est partie. Elle est en cours, en fait. On est en cours, il aurait pu dire, pour être précis, il aurait pu dire, elle est en cours d'incivilisation. Alors, au début, à moitié, vers la fin, de manière à pouvoir construire une contre-offensive. Là, il parle d'incivilisation, donc il fait le constat que c'est déjà fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ferme la boutique? Certains disent,
est-ce que c'est le bon concept finalement? Parce que est-ce que c'est un processus interne, comme l'a dit François Bayrou, ou est-ce que c'est aussi un processus externe? On a beaucoup parlé aussi du choc des civilisations, qui est plutôt un concept de Samuel Huntington. Florence Bergeau-Blaclair, vous qui, dans votre livre d'enquête, Le frérisme et ses réseaux, montrez qu'on est attaqué malgré tout par des groupes extérieurs, même s'ils sont implantés en Europe, est-ce que c'est le bon concept des civilisations, ou est-ce qu'on est plutôt dans un choc des civilisations, ou les deux? Moi, je crois qu'il faut se méfier de ces politiques de formules où on trouve un mot que ensuite la presse discute, sur lequel on est supposé se positionner, alors qu'on a effectivement un processus qu'il faut étudier en tant que tel. Il y a un certain nombre d'informations qui remontent vers nos dirigeants. Il suffirait en fait qu'ils traitent cette information de façon convenable et surtout en ne la comparant pas à d'autres processus, parce qu'il faut regarder exactement ce à quoi on a affaire. C'est comme une panne de voiture ou même un virus, il faut regarder exactement ce qui se passe et ensuite on pourra trouver les solutions. Donc ces politiques de la formule sont très dangereuses parce qu'ils donnent l'impression que quelque chose va nous arriver, ça nous paralyse, ça nous tétanise, et en réalité, ça ne nous aide pas à réfléchir. Ensuite, des partis politiques vont embrayer le mouvement, si on peut dire, et encore une fois exacerber les tensions et la polarisation. Donc ça, je crois que c'est vraiment très dangereux. Nous, les chercheurs, on est là justement pour faire réfléchir, à condition justement de ne pas être pris dans ces vagues de politique de la formule. Et vous nous expliquez, il faut bien identifier le virus. Donc, quel est-il selon vous? Vous qui avez fait une enquête justement extrêmement précise. Eh bien, on sait que les frères musulmans maintenant ont un siècle. Les frères musulmans sont une confrérie qui a été donc créée en 1928, peu après la chute du califat. Ce sont des missionnaires. C'est un groupe qui veut donc entraîner l'ensemble des musulmans, l'ensemble des groupes musulmans, l'ensemble des sensibilités, des courants musulmans vers la prophétie califale, l'accomplissement du califat, la société islamique en termes modernes, et ils se sont adaptés au fil du temps. Alors, il ne suffit pas de regarder ce qu'ils voulaient au départ, il faut aussi regarder ce qu'ils veulent aujourd'hui et comment ils ont justement pensé, comment ils se sont adaptés, et notamment dans les pays européens. C'est ce que j'ai essayé de montrer dans mon livre. Ils ne procèdent pas de la même manière que dans les pays musulmans. Ça sera intéressant d'ailleurs de faire la comparaison avec ce qui s'est passé en Algérie. Mais ce mouvement existe et il se sert de toutes nos faiblesses. Il le faisait déjà en Égypte et il continue de le faire aujourd'hui. Voilà, M. Sansal, même question. Est-ce que c'est un processus de décivilisation? Est-ce que c'est seulement cela? Ou est-ce qu'aussi il y a un choc extérieur? Est-ce que c'est deux civilisations qui se confrontent, comme certains l'ont dit? Ou est-ce que finalement ces concepts ne sont pas opérants? Et comme l'a dit Florence, il faut être très précis. Les civilisations, comme les êtres humains, sont confrontés à leurs mots, leurs propres mots, venant de manière exogène ou endogène. Une civilisation se construit, se transforme en permanence. Voilà. Donc, avant, on va dire, l'action exogène de l'islamisme et tout ça, il y a un problème interne à la civilisation occidentale. Elle est en perte de vitesse depuis 2 siècles ou 3 siècles. Depuis, on va dire, l'extinction des Lumières, constatée par la Première et Deuxième Guerre mondiale, la civilisation occidentale, c'est quoi? Elle ne séduit plus personne, ni à l'extérieur, ni même à l'intérieur de l'Occident. Et là, je crois que les élites de ces pays-là, les gouvernements, ont laissé faire. La société, la civilisation occidentale s'est vidée de sa substance et s'est fragilisée, et elle devient donc permissive. Et toutes les idéologies peuvent la pénétrer de tous les côtés, tous les virus, les pandémies. Et là, elle est face à une pandémie extrêmement sérieuse. C'est pas... La pandémie islamiste. Je vais peut-être choquer beaucoup de gens, mais on parle d'islamisme, c'est une façon d'édulcorer le problème. La civilisation, ce n'est pas l'islamisme. La civilisation, c'est l'islam. L'islam est une civilisation. L'islamisme n'est pas une civilisation.
C'est un mouvement politique très organisé, aussi ancien que l'islam. L'islamisme n'est pas né, évidemment, avec les frères musulmans. Il est né, je crois que le premier schisme, on va dire, la première pierre de l'islamisme a été créée par Ibn Hanbal, le hanbalisme, qui est né au temps du prophète. Et puis, depuis, le hanbalisme a donné plus tard le wahhabisme, qui a donné, évidemment, les frères musulmans, tout ça. Voilà, on en est là. Donc vous ne faites pas de distinction entre l'islam et l'islamisme. Est-ce que vous faites quand même une distinction dans la pratique de l'islam? Les musulmans ne pratiquent pas tous l'islam de manière extrêmement radicale. On met le curseur où? C'est toujours l'éternelle histoire du curseur. On peut être entre le musulman parfait, qui n'existe pas. À part le prophète, il n'y a pas de musulman parfait. À partir de là, il y a eu des interprétations, des dérives, des soucis, des guerres, des corrections, des affrontements, des guerres interminables à propos du sexe des anges, et jusqu'à présent, on en est là. Et puis, à l'autre bout, le djihadiste cinglé, ben, le curseur, on peut le mettre n'importe où. Donc chacun se situe dans cet intervalle-là. Effet de gravité, tout le monde se radicalise. La radicalisation des premiers radicalise les seconds, qui radicalise les troisièmes, et ainsi de suite. Donc on est dans ce mouvement qui nous emporte tous. Les islamistes, genre fréristes, engagés pour la restauration du califat, ils étaient quoi? Ils étaient, je parle de la France, ils étaient quoi, une dizaine il y a 20 ans? Ils sont des milliers aujourd'hui. Ils radicalisent les franges les plus proches d'eux, et ainsi de suite. Donc on en est là. Et puis, l'islamisme, aujourd'hui, je pense qu'il s'est parfaitement installé dans la société française. Il a maintenant ses institutions, ses relais dans la société française. Il a ses objectifs, je pense, sont tout à fait bien fixés. C'est du billard pour eux. En France, l'État français, la société française, on sent au stade où on se pose la question, qu'est-ce qu'on a en face de nous? Il y a beaucoup de... Et puis, la civilisation, maintenant, il faut revenir à l'islam en tant que civilisation. Elle n'est pas le fait que des musulmans de France. Elle est le fait de la Oumma, et des institutions de la Oumma, la Ligue mondiale islamiste, la conférence de la coopération islamique, les frères musulmans, et les 1000 millions d'organisations à tous les niveaux qui travaillent chacune dans son petit créneau à la rénovation, à la résurrection de la civilisation islamique abîmée par la civilisation occidentale colonialiste. Donc voilà, il y a deux problèmes tout à fait différents. Alors pour le moment, on s'occupe à peine du problème de l'islamisme. L'autre question, on ne sait pas. Il faut dire que, y compris dans les pays musulmans, on ne sait pas comment traiter cette question-là. Cette question-là, on va y revenir, voilà. Notamment vous qui avez vécu la décennie noire de l'intérieur. Florence Bergeau-Blaclair, Boualem Sansal rappelait qu'il y a quelques décennies, le problème des frères musulmans en France était embryonnaire. Est-ce que vous pouvez nous retracer finalement leur montée en puissance? Quand est-ce que tout commence? Quelles sont les erreurs qui ont été faites? Et quelle est l'ampleur, je dirais, du problème aujourd'hui? Alors c'est vrai que Boualem Sansal nous décrit un grand panorama, fait un zoom arrière dans le temps et dans l'espace, donc ça c'est intéressant. Je ne dirais pas que je ne partage pas son avis, mais je ne partage pas son point de vue. C'est-à-dire que Boualem Sansal nous décrit des grandes perspectives. C'est un visionnaire. Vous avez fait un travail plus micro, si j'ose dire. Effectivement, je m'intéresse à un autre aspect, et en particulier au frérisme, qui est une forme d'islamisme qui s'est adaptée en Europe à partir des années 60, grâce aux étudiants et réfugiés islamistes, des jeunes gens idéalistes
qui étaient pourchassés dans leur pays et qui se sont installés sur les campus. Et c'est à partir des campus, d'ailleurs l'islamisme en général s'étend via les campus, qu'ils ont commencé à penser une nouvelle mission, une mission donc tournée vers le monde et en particulier vers le monde non musulman, libéral, où ils avaient simplement la liberté d'expression. Donc ça commence à partir des années 60, ils commencent à s'institutionnaliser, on voit des associations. Et puis, ils se rencontrent entre différents courants islamistes. Ce qui n'existe pas dans les pays musulmans, c'est que là, on a des déobandis, on a des gens de la Jamaat Islami du Pakistan, on a des gens, bien sûr, d'Égypte. Voilà, des frères syriens, des frères égyptiens. Vous avez un petit peu un mélange sur ces campus et ils vont se nourrir les uns les autres. Une fois que ceux qui ont décidé de partir dans leur pays, parce qu'il y a ceux qui pensent qu'on ne pourra pas vivre en pays non musulman, donc eux repartent dans leur pays, et ceux qui pensent au contraire qu'il faut se trouver une autre mission beaucoup plus ambitieuse, restent sur place et vont commencer donc à travailler avec les institutions qui sont présentes, à travailler le contexte. C'est une grande formule de Tariq Ramadan, par exemple, mais c'était déjà en fait en germe chez les frères qui l'ont précédé. C'était comment s'adapter au contexte, comment le travailler pour que petit à petit, ils deviennent musulmans. Et c'est ce que j'appelle la période de charia compatibilité. C'est-à-dire il y a la terre d'islam, il y a la terre de mécréance, on arrive en terre de mécréance, on ne va pas en faire une terre d'islam tout de suite, on n'a absolument pas les moyens de le faire, mais on va rendre cet espace charia compatible. Et tout ça se fait quand même sur un certain nombre d'années par une très grande plasticité de ces mouvements. La confrérie, bien sûr, a joué un rôle très important, mais elle n'est pas la seule à nourrir en fait cette réflexion. Si vous allez notamment en Angleterre, vous verrez que ce sont plutôt les Jamaat Islami, et justement la question du marché halal a été développée par eux, alors que les Arabes, un petit peu plus idéalistes, ne s'en occupaient pas. Et ce sont ces forces, l'islamophilie du marché halal, toute la théorie victimaire plutôt arabe des frères musulmans, ce sont ces deux forces, islamophilie, islamophobie, lutte contre l'islamophobie structurelle, qui vont qui vont porter ce mouvement et qui le portent encore. Alors moi, quand j'ai commencé à étudier ces mouvements dans les années 90, j'ai rencontré les frères dans cette période-là, c'était les frères de Bordeaux, qui ensuite vont prendre le pouvoir, si on peut dire, à l'UOIF, qui est devenu Musulmans de France. Ils étaient, oui, probablement des centaines de la confrérie, des membres véritablement de la confrérie. Et petit à petit, effectivement, ils se sont développés, ils ont très très bien compris quelles étaient les faiblesses, nos faiblesses, et notamment notre propension à la culpabilité qui est vraiment particulièrement forte. Il suffit d'appuyer sur certains boutons et immédiatement on les laisse parler comme si on était tétanisé par... Juste une précision, vous avez expliqué que vous avez commencé à travailler sur Bordeaux. Bordeaux, où aujourd'hui Tarek Oubrou est une figure souvent présentée d'ailleurs comme représentante d'un islam modéré. On sait qu'il vient des frères musulmans. On sait aussi que les frères musulmans pratiquent la taqiyya. Qu'est-ce que vous pensez d'un personnage comme Tarek Oubrou, qui est justement souvent présenté comme le représentant d'un islam pacifique en France? Alors peut-être qu'il veut... la question, là vous posez la question des moyens. L'objectif, c'est la société islamique. Les moyens peuvent être pacifiques et je pense qu'il y a parmi les frères musulmans, dont Tarek Oubrou, des personnages qui veulent passer par la voie pacifique, qui ne veulent pas la guerre. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas transformer la société dans un modèle que nous ne voulons pas. C'est beaucoup plus d'ailleurs sournois. Donc il y a des rivalités à l'intérieur même de la confrérie, des tendances vous avez même aussi des ex-frères musulmans qui continuent à travailler pour la confrérie. De toute façon, le mode de recrutement de la confrérie est tel que ça induit en fait que des gens qui sont autour de la confrérie travaillent pour eux. Je m'explique. Quand ils recrutent des individus dans leur milieu et ils ne se font pas connaître de la cible.
de l'individu qu'ils ont repéré. Ils le travaillent d'abord psychiquement, sa famille, son entourage, le sensibilise à la cause des musulmans du monde, etc. Et une fois qu'ils sentent que la personne est solide, qu'elle va leur être utile dans le milieu où elle est, milieu professionnel ou milieu familial, alors ils se découvrent, ils disent voilà, nous sommes les frères musulmans, et éventuellement ils le recrutent. Mais il se passe un peu la même chose. Quelqu'un qui voudrait se mettre à la marge du mouvement peut continuer à être utilisé par la confrérie. Et c'est ça toute sa force, c'est sa capacité à ne pas vouloir absolument mettre le grappin sur un individu, mais à le contrôler même de loin. Oui, parce que parfois on a l'impression que c'est presque une société secrète. En réalité, ce que vous expliquez très bien dans le livre, c'est que c'est une mouvance beaucoup plus diffuse. C'est une mouvance diffuse. Enfin, moi, si vous voulez, je parle du frérisme. C'est un peu la comparaison pourrait être, vous pouvez parler du Parti communiste, vous pouvez parler des militants communistes et vous pouvez parler du communisme. Et moi, je parle du communisme, du frérisme, en tant qu'idéologie. Donc cette idéologie, elle infuse dans la société. Et elle est même devenue hégémonique en France et en Europe. Et c'est ce travail d'infusion en fait, qui s'est produit durant des décennies, qui a fait dire à Gilles Kepel de parler de djihadisme d'atmosphère. Moi, je pense que c'est plus liquide que vaporeux, mais ce caractère d'infusion, de sensibilisation à la société, de travail de la société en profondeur, nous a atteint, nous aussi, non musulmans. Nous-mêmes, nous faisons attention à ce que nous disons pour ne pas les froisser ou même pour ne pas être blessés ou tués. Vous pouvez être vous pouvez être insulté, menacé de mort. Donc c'est quand même c'est une pression qui est là, même si elle ne se manifeste pas tous les jours. Il y a cette présence-là. Et ça, c'est ce que les frères ont réussi à faire en influençant d'abord sur les campus, tout le système éducatif aussi. Ils ont pris très vite la main sur les écoles coraniques et en développant des activités para-religieuses, si on peut dire, de sport, culturel, économique, etc. Et ils sont très très forts là-dessus pour islamiser la société, pour la rendre charia compatible, charia friendly aussi. Vous voyez le côté, mon voile c'est mon choix, ma liberté, etc. C'est le côté charia friendly. Et tout ça travaille très très vite. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'en 20 ans, ils ont fait des progrès incroyables. Voilà, M. Sansal. Juste, allez-y. À propos de Oubrou est emblématique d'une. L'imam de Bordeaux. De la mouvance. La mouvance s'adapte. Tariq Oubrou, au départ, s'occupait des Marocains, dans le cadre d'une mosquée sous influence marocaine. Et puis, voilà, une fois qu'il est arrivé à mobiliser les Marocains de la région, on passe aux musulmans de la région, les Algériens, les Tunisiens, etc. Et maintenant, il est au stade national. Il a gravi les échelons. C'était un sergent, aujourd'hui, c'est un général-major. Il participe de la stratégie globale. Il opère à des niveaux maintenant très, très supérieurs. Il ne parle que d'anthropologie, de sociologie, d'épistémologie. Il est dans la philosophie, et il se réclame maintenant de la République de Socrate. Donc, voilà, c'est une échelle. C'est l'échelle de Jacob. Il y a 9 échelons. À la base, on s'occupe des lumpenprolétariat avec les méthodes de l'agite propre, les discours au plus près du citoyen. L'école, la mosquée, le marché, le bain mort. Et puis ainsi de suite. Et bon, maintenant, la société islamiste est organisée avec ses papes, ses vicaires, ses archevêques, son organisation. Mais ça veut dire quoi? S'ils ont pu se construire, c'est qu'ils se sont taillés une place dans la société. Et donc ils ont détruit. La surface étant finie, si je vous prends la moitié de cette salle, c'est que vous avez perdu une moitié de la salle. Voilà. Donc, et petit à petit, comme ça, par cercle concentrique, ils sont là maintenant. La société, on ne va pas dire qu'elle est entièrement entre leurs mains. Ils ne le cherchent pas vraiment, parce qu'ils ont toujours peur de la réaction, de la prise de conscience de l'adversaire. Il faut en même temps le piquer, avancer et le rassurer, et ainsi de suite.
on avance, on le pique, on l'enserre dans un truc, et puis on le relâche un peu pour... Et là, je crois qu'ils ont été, à un moment donné, un peu trop vite, et on sent quand même que la société française est en train de dire... Réagir. Basta. Basta, ça veut dire quoi? On ne sait pas trop. Il y a des offres de services venant de telle ou telle partie qui, donc... on sent qu'on va aller vers la confrontation, mais les islamistes vont détendre l'atmosphère. À un moment donné, ils vont relâcher et attendre de meilleurs moments. C'est intéressant. Et ils vont déplacer le problème, parce que pendant que nous, on pense hexagone, eux pensent monde. Absolument. C'est la différence. Donc, ils peuvent déplacer le théâtre des opérations en Italie, en Espagne, ou en Belgique, qui est une cible vraiment très... Oui, qui est un vrai et ça laboratoire. pourrait revenir par ailleurs. C'est le billard, c'est le jeu de billard. Ils ont effectivement comme terrain de jeu le monde, vous l'avez rappelé, ils ont le temps, je pense qu'ils n'ont pas la même conception du temps. Vous avez la montre, nous avons le temps. Exactement. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez décrit tous deux le processus en Europe, mais vous avez vécu justement le temps de la confrontation en Algérie, qui est certes un pays musulman, mais qui a quand même basculé dans une forme de terreur. Ce que nous vivons aujourd'hui est comparable à ce que vous avez vécu à la veille des années 90, dans les années 80 par exemple. Mot à mot. Moi, quand j'entends les discours aujourd'hui en France, je me rappelle les discours que nous tenions dans les années 80, lorsque l'islamisme est arrivé. Pour nous, c'était plutôt sympathique. On disait à cette époque, à leur âge, nous étions des hippies et nous rêvions de détruire le monde. Voilà, nous étions révoltés contre l'ordre, les parents, l'ordre familial, la société de consommation, et on voulait... on avait les mêmes sympathies pour eux, on les comprenait, et en même temps, dans notre cas, stratégiquement, on disait, nous, citoyens, gentils et plutôt pleutres, jamais nous ne ferons tomber la dictature militaire. Mais eux pourraient le faire, parce qu'eux n'ont pas peur de la mort, n'ont pas peur de la répression, de la prison. Et donc, hypocritement, on les encourageait à... Si, allez-y, on les poussait à... voilà. Et un puis, peu ce que fait la gauche, un peu ce que font les gauchistes aujourd'hui. En France, ils font exactement la même chose. Moi, je les comprends. Je tenais les mêmes discours que ce que vous appelez les islamo-gauchistes. Je disais, écoutez, ils ont raison, ils croient ce qu'ils veulent, etc. Et puis comme modèle, on avait l'Iran. On disait, regardez, ils ont fait tomber le Shah, la Savak, le truc. Le régime iranien est présenté comme l'enfer sur Terre. Donc c'était plein de sympathie. Et d'ailleurs, nous n'étions pas les seuls à avoir de la sympathie pour eux. L'Occident n'avait que des yeux énamourés pour l'ayatollah. Et puis, la prise de conscience a commencé à se faire. Mais nous étions piégés de nos amours précédentes. On ne pouvait pas, du jour au lendemain, renier ce que vous avez les renier, parce que les renier, ça veut dire qu'on soutient le régime. Nous étions pris entre le marteau et l'enclume. Et donc, il a fallu ruser, il a fallu... Je vais vous dire une chose. La question du voile, parce que c'est toujours dans ces guerres idéologiques, il y a un truc qui fait emblématique pour tout le reste. Le voile, oui, ça n'a pas été tout de suite en Algérie. Le voile s'est imposé peu à peu également. Exact, de la même manière. De la même manière. Une jeune fille ou deux, ça nous a amusés. D'ailleurs, on n'a vu aucun mal à cela. Et puis la chose a... Oh là là, et là, on a compris que l'islamisme avait pour but de changer la civilisation. C'est pas prendre le pouvoir. Ça ne l'intéresse pas vraiment. Ils veulent réislamiser, retrouver l'islam. Et comment combattre ça? On ne sait pas. Mais quand même, la question du voile s'est posée en Algérie. Beaucoup de débats, davantage qu'ici. Elle a été portée à l'Assemblée nationale et la première loi dans le monde contre le voile islamique a été prise en Algérie en 1992. Le lendemain, elle a été votée
à l'Assemblée nationale. Quelle loi exactement? C'était une loi... La loi sur l'interdiction des signes, machin, la abaya, Où ça, dans les services publics, dans l'espace public? Oui. C'était d'une manière assez générale. L'interdiction du voile. Oui, voilà. C'était parce qu'ils avaient transformé le pays. C'est pas seulement l'administration. Ils avaient transformé le pays. Ils étaient partout. Alors en plus, tenez-vous compte, c'est que une année auparavant, il y a eu des élections municipales. Sur l'Algérie, à cette époque, comptait 1500 communes. Les islamistes en ont gagné 1450. Donc du coup, ça a été... sur toutes les mairies, on a enlevé pour le peuple et la devise de l'État pour le peuple et par le peuple, par la chérie pour Allah et Allah, enfin des trucs comme ça, quoi. Et donc voilà, débat national, on a promulgué les lois et le lendemain on s'est posé la question, mais les lois, comment on être appliquées? Comment on l'applique? Qui va l'appliquer? Et elle est tombée en désuétude le lendemain même. Et puis après, on a compris qu'on ne pouvait pas compter sur l'État, que chacun devait construire sa solution. Ceux qui avaient les moyens ont émigré, et les autres ont rejoint en disant le soutien tactique, stratégique, faisons une alliance stratégique avec le pouvoir, parce que lui peut les éliminer. Et on a poussé à la roue, et j'étais de ces gens-là. On a poussé à la roue, et la société s'est divisée en deux groupes, qu'on a appelés les éradicateurs et les réconciliateurs. Ceux qui disaient il faut éradiquer l'islamisme à la racine, et pas seulement en Algérie, là où il pousse. D'ailleurs, on ira jusqu'au bout, quitte à... Comment, on ne sait pas, mais en Algérie, on savait. Il faut éradiquer, c'est simple, c'est les arrestations massives, c'est les camps, en quelques jours, on avait arrêté, je ne sais pas, 2 ou 3 millions de personnes qu'on a déportées au Sahara, qu'on a enfermées dans des camps au Sahara. On l'a fait dans le but de casser les réseaux. On savait bien qu'on ne pouvait pas les garder au Sahara indéfiniment, surtout qu'en Europe, c'était les cris d'orfraie. Mais c'était pour casser les réseaux. Parce que ces islamistes étaient enlevés, déplacés au Sahara, mais personne ne savait où ils étaient. Donc les réseaux se sont cassés. Et l'armée est passée ensuite à la phase suivante, c'est l'éradication militaire. Et les réconciliateurs, ils ont essayé de déplacer le problème sur l'islam. Retrouvons l'islam, et si nous retrouvons l'islam, nous serons tous frères. L'islam va égaliser les choses entre nous. Et donc l'État s'est mis à construire massivement, en quelques années, il s'est construit une trentaine d'instituts islamiques, d'écoles, de trucs, télévision, tous les moyens de promotion d'un islam gentillet, tolérant, aimant, amoureux, qui probablement a ramené au bercail un certain nombre d'islamistes, puisqu'il y a eu la loi sur la réconciliation, et qu'effectivement, beaucoup d'islamistes ont déposé les armes et sont rentrés. Mais nous, on a pensé qu'ils avaient cédé face à la... pas du tout. C'était une nouvelle stratégie. Nous avons perdu dans les maquis, nous allons gagner dans les villes. Et ils sont revenus. Et aujourd'hui, l'Algérie est réislamisée en douceur, un peu comme peuvent l'être vos banlieues. Ça s'est fait sans guerre, gentiment. Il n'y a pas eu de mort, que je sache. Voilà ce qui s'est passé. Voilà où en est la situation. Et comme Florence l'a expliqué tout à l'heure, c'est que votre situation est encore plus compliquée parce que vous avez affaire à tous les islamismes, toutes les dérives, toutes les interprétations de l'islam, puisque la France est une terre d'accueil, elle a accueilli tout le monde. En Algérie, nous sommes tous sunnites malékites. Donc c'est simple, on a beaucoup de points communs. On peut s'expliquer, on a les mêmes référents, les mêmes référentiels, et tout. Mais là, comment faire? Moi, j'imagine un préfet dans une région, comment il peut faire? Il s'adresse à qui? Sans compter que pour beaucoup, pardon Florence, pour beaucoup, l'islamisme n'est qu'un moyen de promotion sociale. Il n'y a rien derrière. C'est juste pour exister, pour avoir des budgets, pour créer des associations,
Voilà, comme à un moment donné, tout le monde s'était lancé dans la déradicalisation. C'était un business. Donc, ces gens-là, ils s'en fichent et de l'islamisme, et de l'islam, et de la société française. Ils ont trouvé une opportunité. C'est le marché. Quand quelque chose manque, le marché invente une réponse immédiate. Voilà. Donc, on en est là, c'est une situation extrêmement difficile, et c'est pour ça, Florence a... Ce qui est intéressant... Vous vouliez préciser quelque chose, Florence Bergeaud-Blaclair ? Oui, c'est intéressant de voir que la réaction des pouvoirs musulmans, c'est de mettre plus d'islam face... je parle des réconciliateurs, pas des éradicateurs. Finalement, on mis plus d'islam dans le code personnel, des choses comme ça, le code de la famille, etc. Et ici, évidemment, c'est un peu aussi la tendance, ça a été celle du marché. Le marché halal, c'était vraiment la réconciliation. Puisque vous voulez plus d'islam, il n'y a pas de problème, mais faisons-le de telle façon que nous puissions continuer à commercer et à reproduire notre modèle libéral. Ce qui est évidemment une grande faute, puisque le marché halal véhicule la norme fondamentaliste des frères musulmans, ou des frères en général. Je voulais dire sur ce dernier point, le business de la radicalisation, ça c'est important parce que ça n'est pas qu'une opportunité. Alors c'est vrai que les frères qui sont des théocrates et pas des théologiens et des opportunistes et des pragmatiques, effectivement se sont saisis de ces questions de radicalisation pour finalement se présenter comme les seuls remèdes au djihadisme et aux formes violentes d'emprise de l'islamisme. Mais ça n'a pas été que de façon opportuniste, c'était aussi très très bien pensé, puisqu'ils ont en fait empêché tous ceux qui voulaient résoudre le problème de la radicalisation par des moyens en comprenant justement à l'aide de la compréhension du système frériste et de la ruse et de l'entrisme et de l'infiltration. Finalement, ils ont remplacé ces experts-là pour parler donc d'islamophobie, de discrimination à l'embauche, de problèmes socio-économiques. Donc ils nous ont finalement amené à voir les choses autrement et finalement ça ne fait que... ce sont des solutions parfaitement inefficaces. C'est intéressant de voir par exemple que le bureau des cultes a dépensé pas mal d'argent avec des experts de tout poil qui devaient évidemment parler l'arabe et qui devaient si possible être d'origine musulmane, les autres étant un peu mis sur la touche, comme si le problème de l'islam c'était pas un problème sociologique, comme si c'était un problème musulman. Et évidemment tous ces gens-là sont rentrés dans ces politiques de déradicalisation, de prévention de la radicalisation et ont aggravé le mal, à mon avis, plutôt que l'ont guéri. C'est ça un peu dans le piège dans lequel on est pris. Alors par rapport aux pays musulmans, là où on peut facilement se défendre, c'est quand même qu'on a une tradition laïque, qu'on a une tradition de sécularité, que les musulmans restent minoritaires, largement minoritaires, et donc ce jeu des politiques à vouloir mettre plus d'islam, notamment dans le code de la famille, ne pourra pas tenir ici. Donc là, ça nous fait quand même un petit facteur de résistance, même si, comme vous le rappeliez, on a affaire à des formes extrêmement sournoises d'entrisme et de ruse. Florence Bergeaud-Blaclair, vous parlez de la France dans votre livre, mais vous montrez que le problème est à l'échelle européenne et notamment que l'Union européenne, non seulement ne se défend pas, mais est noyautée par un certain nombre d'organisations islamistes. Vous pouvez nous expliquer un peu ce paysage? Est-ce que l'Union européenne est en train de devenir un laboratoire de l'islamisme? On parlait tout à l'heure de Bruxelles et de la Belgique notamment, et comment on en est arrivé là? Alors le frérisme, c'est justement cette espèce d'islamisme qui contourne l'État. Donc si vous avez des pouvoirs, des soft power ou des soft law qui dépassent le cadre de l'État, c'est évidemment très intéressant pour eux. Par exemple, le fait de pouvoir se présenter comme les représentants des musulmans au niveau de la Commission européenne, que pouvait faire la Commission européenne que de prendre les premiers qui arrivaient. Puis, elle avait besoin d'interlocuteurs, ils se sont présentés, elle n'avait aucun critère pour dire s'ils le sont, s'ils ne sont pas représentatifs, ça n'est pas un État. Donc ils sont rentrés par là,
avec leurs structures, puisqu'ils avaient établi des structures sur l'Europe entière. C'est pour ça c'est important de souligner en effet que ce n'est pas un problème juste français. Les frères ont immédiatement, dès qu'ils sont arrivés, ouvert ou infiltré à peu près, 50% des mosquées de France ou d'autres pays, à la faveur aussi de politiques du Maroc, de l'Algérie, des pays d'origine pour les autres pays d'Europe, qui envoyaient des imams qui ne parlaient pas le français, qui n'étaient pas du tout au courant de contexte, alors qu'eux travaillaient énormément le contexte. Donc grâce à ça, ils ont pu s'implanter partout, même s'ils ne tiennent pas la mosquée en tant que telle, ils y envoient leurs influenceurs. Et ça s'est produit sur le territoire européen. Donc ils ont pu assez facilement se constituer en tant qu'interlocuteurs représentatifs des musulmans en Europe, et donc trouver des avantages. Ça, c'est la première partie. Et puis, à partir de 2015, quand on a vu qu'il y avait des liens entre les frères musulmans qui opéraient en Europe et certains djihadistes, ils ont changé un peu de stratégie, et ce sont les deuxièmes générations qui arrivaient à l'âge adulte, enfin même qui avaient 30 ans, qui avaient été islamisés en Europe, qui étaient nés en Europe, qui ont pris le relais en utilisant en fait la cause antiraciste et anti-islamophobie. Et donc, ils obtiennent aujourd'hui beaucoup d'influence et beaucoup d'argent et beaucoup de légitimité grâce à ce qu'on appelle l'antiracisme, le ressort, vous l'avez un peu dit tout à l'heure, le ressort pour convaincre notamment les élites occidentales, c'est en jouant sur leur culpabilité en réalité. Voilà, sur leur culpabilité et sur leur incapacité à comprendre ce à quoi ils ont affaire. Ça m'a toujours frappée. Ces derniers temps, je vois beaucoup de femmes et d'hommes politiques, et je suis frappée par le degré d'ignorance ou de mécompréhension du phénomène. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'influenceurs de la mouvance frériste qui viennent leur raconter des fables. Et malheureusement, pour des raisons aussi clientélistes, électorales, ils préfèrent écouter cette jolie musique qui les rassure et qui les endort. Il y a ceux qui sont naïfs, il y a ceux qui sont clientélistes. Est-ce que l'islamisme a aussi des alliés ? Vous avez eu beaucoup d'ennuis depuis la parution de votre livre. Vous êtes sous surveillance policière. Vous deviez faire une conférence à la Sorbonne qui a finalement eu lieu, mais ça a été assez compliqué. Est-ce que il y a des alliés? On a parlé des islamo-gauchistes, d'autres parlent du wokisme. Je ne sais pas comment vous les qualifiez. Mais quel est leur rôle, et est-ce qu'il faut aussi les combattre? L'infiltration, l'entrisme a créé en fait des alliés un peu dans tous les secteurs. Mais le premier secteur, c'est certainement l'université. L'université où on a décidé qu'on ne pouvait étudier l'islam que si on avait une connaissance intérieure de l'islam, ce qui était une façon en fait d'islamiser la connaissance. Quand je parle d'islamisation de la connaissance, ce n'est pas ma formule, c'est quelque chose qui a été pensé dès les années 80 aux États-Unis par les frères musulmans. Donc le fait de ne pouvoir dire sur l'islam que quelque chose d'islamiquement correct, ça fait partie justement de cette ruse. Et on peut dire que la plupart des cadres de la recherche, qui sont souvent des cadres militants sur l'islam, sur l'islamisme, sont quelque part des gens très complaisants avec ces mouvements-là, et on finit pour certains par devenir leur porte-parole jusqu'aux ambassades, jusqu'au ministère des Affaires étrangères. Donc l'université est probablement... Ensuite, il y a bien sûr les relais gauchistes, c'est-à-dire ce que certains appellent l'islamo-gauchisme. Effectivement, c'est une combinaison qui est assez réaliste. Et ces mouvements donc, jouent un rôle maintenant politique, puisqu'on l'a vu avec LFI, qui a quand même été dragué vraiment très très ouvertement les voies islamistes. Boualem Sansal, est-ce que dans la société algérienne, quand
l'islamisme a commencé à monter en puissance, il y a eu aussi ses alliés, vous nous l'avez un peu dit, vous nous avez même dit que vous-même vous aviez été complaisant au début, par naïveté sans doute. Est-ce que le ressort de la culpabilité a aussi joué et continue à jouer? On sait par exemple que le régime pointe souvent la France comme une puissance coloniale, comme si on était encore au lendemain ou en pleine guerre d'Algérie. Oui, ce qui se passe en France, c'est ce qui s'est passé en Algérie il y a 20 ans. C'est les mêmes problématiques. Évidemment, il y a ceux qui étaient sincères dans leur démarche, dans une quête de foi, déçus par le socialisme, le matérialisme, traumatisés par la guerre de libération, etc., et qui cherchaient du réconfort dans la religion au départ. Je pense honnêtement qu'au départ c'était ça. Enfin, en tous les cas, on y a cru. Et je veux raconter quelque chose. C'est un phénomène en fait, qui est universel et de tous les temps. En 1962, l'Algérie est indépendante. Dans le mois qui a suivi, on a vu débarquer des centaines de témoins de Jéhovah. Voilà, ils sont... vous savez comment ils font, ils passent de porte en porte, avec leur revue, réveillez-vous et tout ça. Ils arrivent un jour, ils ont tapé à notre porte, ma mère qui est toute gentille leur a ouvert la porte et ils sont rentrés. C'était un couple. Une demi-heure après, nous étions tous témoins de Jéhovah, ma mère et ses enfants. Et nous sommes rentrés là-dedans et ils ont fait une moisson extraordinaire. L'Algérie était témoin de Jéhovah. Et 2-3 années plus tard, le colonel Boumedienne fait un coup d'État et la première décision qu'il a prise, c'était de renvoyer tous ces gens-là, les témoins de Jéhovah, mais pas seulement. Ce qu'on appelait les pieds rouges, c'est-à-dire les socialistes de tous les pays du monde qui étaient venus en Algérie pour participer à la mise en place de ce qui a fait rêver les socialistes depuis très longtemps, l'autogestion. Voilà. Et donc c'était... Boumedienne a sifflé la fin de la récréation et tout le monde est parti. Les témoins de Jéhovah, la gauche humaniste, socialiste, etc. Mais pas les frères musulmans. On ne les a pas vus. Et parce que musulmans, parce que habillés comme les autres, parce qu'on n'a pas parlé du problème, mais il est essentiel, on a la même langue, il parle ma langue, je parle sa langue. Donc du coup, on se comprend, ne serait-ce que par la langue. Et donc, et voilà, ils ont fait leur nid, et dans le temps, ils sont arrivés, au départ, ils ont tâtonné. Beaucoup d'échecs probablement, mais quelques beaux succès. Ils ont, à un moment donné, comment dirais-je, ils ont phagocyté l'éducation nationale et puis la justice, parce que pour eux, ça leur a paru être... Et c'est vrai qu'à cette époque en Algérie, nous étions dans la démarche soviétique, l'important c'est l'industrie. Le reste, ce n'est pas important. Voilà. Les islamistes ont compris le contraire. Ce qui est important, c'est l'école, c'est la justice, l'industrie. Bon. L'école, peut-être pas l'université, mais l'école a été aussi l'un des premiers lieux où les islamistes se sont infiltrés. Absolument. En Algérie. Et voilà, ils ont si bien réussi qu'ils ont poussé le gouvernement à adopter une politique d'arabisation et d'islamisation de la société par l'école. En passant, donc on a inscrit dans les programmes des cours d'islam. Ça a commencé par 2 heures par semaine, 4 heures par semaine, 6 heures par semaine. Et puis c'était la religion était tout. Dans les mathématiques, dans la géographie, tout était regardé à travers cela. Pareil, dans la justice, on transforme les mots. Le droit, oui, le droit c'est formidable, mais on ajoute le droit islamique. Et du coup, ça n'a rien à voir avec le droit. Et c'est comme ça, ils travaillent à la marche, c'est comme l'humidité. Quand elle s'installe, elle ronge les murs, au moment on ne voit rien. On ne voit rien, puis un jour, les murs commencent à s'effondrer. Et là, ça pose une question à chaque individu, c'est de reconnaître sa responsabilité.
sommes-nous responsables de ce qui se passe? Moi, je me pose cette question tout le temps. Moi, j'ai soutenu les islamistes dans les années... soutenu, non. Je veux dire que je trouvais que leur démarche normale. Mais, ils défendent leurs opinions, bon, pourquoi pas. Et la question de la responsabilité, jusqu'où sommes-nous, jusqu'où et de quoi sommes-nous responsables? Et la façon de répondre à cette question va déterminer la suite. Est-ce qu'on s'engage? De quelle façon? Sur un plan intellectuel, ce que fait Florence, qui dit en tant qu'intellectuel, j'ai un devoir d'alerte, un devoir d'information, un devoir de... mais Est-ce que vous avez essayé de faire en tant qu'écrivain? Oui, moi, quand l'islamisme est passé à la phase militaire, guerre civile et tout ça, j'ai rejoint des groupes d'intellectuels où on s'était posé cette question, qu'est-ce qu'on fait? On reste un observateur intelligent, on commente, on fait discussion de bistrot, on compte les coups, on prend parti, mais pour qui? Pour les militaires qui sont à l'origine du problème. Est-ce qu'on joue les uns contre les autres? Est-ce qu'on joue les islamistes parce qu'ils sont très différents les uns des autres, y compris au sein de la mouvance? Il y a ceux qui sont pour une démarche comme Tariq Oubrou, très socratique maintenant, et puis ceux qui sont beaucoup plus volontaristes et en jouant au niveau, comme tu disais tout à l'heure, au niveau du club sportif, des écoles. À ce niveau, ils sont pas tous d'accord sur la stratégie à mener. Voilà. Et je crois que les Français aujourd'hui sont dans cette situation. Ils s'interrogent, ils se culpabilisent. Évidemment, il y a la culpabilité, disons, catholique. On est responsable de machin, mais il y a la responsabilité individuelle, c'est que c'est vrai, on n'a rien fait. L'expression dit quand ils sont venus arrêter mes voisins, je n'ai rien dit, et ainsi de suite. Voilà. Qui disait ça? Je ne me souviens plus. Voilà. Alors on dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est la question. Les Français se posent la question. Alors, certains sont tentés de sous-traiter la chose à des partis, l'extrême droite, disons. Eux sont les mieux armés sur le plan organisationnel, méthodologique et tout ça pour les battre. Apportons-leur notre soutien tactique ou stratégique, même si on n'est pas d'accord sur le fond. Ceux qui dénoncent, qui pensent que c'est à l'État, un État jacobin, la France, beaucoup de Français sont archi convaincus que c'est à l'État à 100% de s'occuper de la chose. Et ainsi de suite. Donc, et puis certains, dans ce questionnement, se perdent un peu, puis ils ne font plus la différence entre servir une cause et servir l'ennemi, servir l'ami. Ils sont un peu perdus là-dedans. Oui, rendons-les amis. Pardon. Non, allez-y, ce sera le mot de la fin. C'est vrai, il y a aussi ceux qui, au bout du compte, disent écoutez, les frères musulmans, s'ils sont pacifiques, s'ils sont dans la loi, pourquoi pas? Oui, le problème, c'est que comme nous l'a dit Boualem Sansal, ça avance petit à petit et ça commence de manière pacifique, ça se finit parfois dans la terreur. Que faire? C'était un peu la dernière interrogation de Boualem Sansal. Ce sera peut-être l'objet d'une nouvelle émission. En tout cas, j'étais heureux de vous recevoir, Florence Bergeaud-Blaclair et Boualem Sansal. Et on se retrouve la saison prochaine pour une nouvelle saison de Esprit Libre. À bientôt.